À l'écoute de Sud FM, 12h dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sen Radio à la une de ce journal. Colère des sortants d'une nouvelle filière de l'INSEPS. Ils courent depuis 3 ans derrière leur recrutement dans la fonction publique. Malgré les démarches entreprises et les combats menés sans succès, le collectif interpelle une nouvelle fois le chef de l'État Macky Sall, le coordonnateur du collectif à suivre dans cette édition d'information. Une session d'information au cours de laquelle nous allons également parler de la journée mondiale de la prématurité célébrée ce mardi 17 novembre. La prématurité représente 29% de la mortalité néonatale ici au Sénégal, alors que le pays fait toujours face à la Covid-19. 5 nouvelles contaminations révélées ce mardi, 3 cas graves en réanimation. Les précisions de Dr Mamadou Ndiaye dans ce journal. À suivre également l'invité du jour. Il s'agit de Dr Souleymane Lo. L'émigration clandestine avec son lot de victimes. Le sociologue en parle. Les explications, c'est pour tout à l'heure sur l'international en République démocratique du Congo. La chanteuse Tchala Moana interpellée par l'Agence nationale des renseignements, la militante du PPRD, le parti de Joseph Kabila, et l'auteur d'une chanson à scandale, ingratitude. Des précisions dans cette édition d'information. La page sport de Odile Minklan et la revue de la presse de Adja Khapse Ilmanouane vont compléter ce Sud Midi. Les détails, c'est après ceci. Babacar Samb qui vous dit bonjour, bienvenue, merci d'écouter sur FM Sen Radio pour vous informer. Alioune Badara Socé sur la mise en onde de cette édition d'information que nous démarrons avec cet incendie. Tout d'abord, qui s'est déclaré hier soir vers 2h du matin au marché Ocas de Touba. 4 centres commerciaux et une centaine de cantines réduits en cendres d'après le bilan provisoire révélé donc par IGFM. La valeur des marchandises donc consommées par les flammes se chiffre à plusieurs centaines de millions selon les commerçants. Aucune victime pour l'instant. L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée. On me signale que nous avons donc l'élément de tout ici est disponible. Nous l'écoutons. Les soldats du feu ont eu de la peine pour accéder aux immeubles qui ont pris feu vers 2h du matin au marché Ocas de Touba. Une mauvaise organisation est à l'origine. Les autorités locales étaient sur les lieux ce matin. Le gouverneur de la région de Diourbel, Gorgui Mbaye, fait le point. Pour l'instant, l'origine de cet incendie est inconnue. Pour le bilan, nous sommes à 13 centres commerciaux qui ont consumé. C'est beaucoup, c'est énorme. En fait, de très des étals, de petits magasins, tout ça fait beaucoup. C'est beaucoup de pertes, un impact économique incommensurable. Dans cette situation de Covid où les opérateurs économiques aussi, l'économie partout au monde bat de l'aile, cette situation vient compliquer notre situation, pour me répéter, qui complique notre vie, mais on va faire face. L'intervention des sapeurs-pompiers a été précoce, mais ils ont été bloqués. Ils ont rencontré des obstacles majeurs dans leur progression à cause d'une mauvaise organisation du marché. Nous avons besoin de l'accompagnement du Khalif qui va aussi participer à la sensibilisation de tous les acteurs. Il va de l'intérêt de tout le monde d'avoir un marché bien organisé où les gens pourront s'y mouvoir facilement et en cas de catastrophe, que les secours puissent se mouvoir facilement. Le gouverneur de la région compte rencontrer les autorités religieuses de Touba ce mardi pour leur faire part de la situation et solliciter leur implication pour une réorganisation du marché Ocas. Le maire de la ville de Touba, Abdullah Khadka, a lui aussi déploré le manque d'organisation au marché Ocas. 14 bouches d'incendie existent sur les lieux, mais il y a eu une baisse de pression lors de l'incendie. Les soldats du feu sont parvenus à éteindre les feux, mais ils continuent de veiller au grain. Tout ici, Les précisions de toutes ces 13 centres commerciaux qui ont été consumés dans cet incendie qui s'est déclaré hier vers 2h du matin au marché Ocas de Touba. Après 3 ans de formation, les sortants d'une nouvelle filière de l'INSEPS, Institut national supérieur de l'éducation populaire et du sport, courent depuis 2017 derrière leur recrutement dans la fonction publique après plusieurs démarches sans succès auprès des autorités et des guerres.
Ils ont encore décidé d'alerter et d'interpeller le chef de l'État sur leur sort. Les précisions de Mamadou Maron, coordonnateur du collectif des sortants des nouvelles filières de l'INSEPS avec Mame Diarra Da Silva. Nous sommes des sortants de l'INSEPS en management et administration des activités physiques et sportives. Nous sommes sortis depuis 2017. Il y a 3 ans, nous sommes en train d'attendre notre recrutement. Toujours rien n'a été fait. L'autorité ne nous dit rien de rassurant puisqu'on depuis lors, on fait des démarches pour l'avoir en audience, mais jusqu'à présent, rien n'est fait par rapport à ça. On l'avait rencontré depuis 2018. Tout ce qu'il nous avait dit, il n'y avait pas des garanties, il n'y avait pas des choses concrètes qu'il nous avait dit. Du coup, on a beau attendre, on lui a donné une période de grâce pendant 2 années. Jusque-là, rien n'a été fait. Et au moment où je vous parle, nos camarades de la même promotion avec qui on est entré à l'INSEP, qui ont fait Jeunesse et Sport, ont été recrutés par le ministère de la Jeunesse qui est leur tutelle. Jusqu'à présent, notre tutelle ne veut rien faire par rapport à notre cas. Et c'est cette situation-là qu'on ne peut plus, puisque assez c'est assez. On a beau attendre, on a beau patienter, ça passe toujours pas. Présentement, nous allons alerter et nous interpellons les autorités, et plus précisément le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, qu'il prend acte par rapport à notre sort, puisque nous sommes très fatigués. Nous sommes des jeunes Sénégalais qui ont été formés dans des domaines spécifiques et on sait que il y a de la place pour nous. Nous n'allons pas emprunter des pirogues pour se suicider. Nous allons rester ici pour travailler dans notre pays afin de participer au développement de ce pays-là. Voyez. Semaine de l'entrepreneuriat, beaucoup de jeunes préfèrent entreprendre, mais souvent les lourdeurs administratives constituent des freins. Quelles sont les opportunités qui s'offrent aux jeunes du Sénégal? La question a été posée donc à l'économiste financier Alassane Gueye. Il est aussi le président de l'ONG Offensive contre la corruption. Nous l'écoutons avec Ndeye Mariam Ndiaye. Pratiquement en Afrique, notamment au Sénégal, c'est un pays très propice aux affaires pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'est un pays où la terre n'est pas très chère, donc l'accès à la terre pour des entreprises comparé au reste du monde, c'est accessible. La deuxième chose, c'est que ce qu'on appelle les taxes concernant donc les entreprises, très souvent les entreprises sont confrontées à des problèmes de taxes pour relever le défi donc des résultats. Mais aujourd'hui au Sénégal, en Afrique, les taxes sont vraiment donc raisonnables. Ça, c'est la deuxième chose. Concernant la troisième chose que les entreprises ou bien les affaires peuvent confronter comme problème, c'est ce qu'on appelle la main-d'œuvre. Comme vous le savez, en Afrique, particulièrement, la main-d'œuvre n'est pas trop chère et la main-d'œuvre est accessible. Si vous prenez dans l'informel comme dans le formel, la main-d'œuvre est aujourd'hui vraiment accessible. Donc, si vous prenez rien que ces 3 aspects, vous pouvez dire que donc les affaires sont propices au Sénégal. Et vous pouvez même ajouter donc un 4e volet qui s'appelle l'accès à la matière première pour les entreprises, que ce soit des entreprises industrielles, des entreprises commerciales, si vous le comparez aujourd'hui dans le continent européen, dans le continent américain. Donc vous verrez que cela est encore beaucoup plus accessible et moins cher. Donc ces 4 facteurs suffisent pour aujourd'hui pour dire que le Sénégal est un pays où les affaires sont propices. Sud FM. Et nous allons parler de la Covid-19. Les résultats des examens virologiques reçus par le ministère de la Santé et de l'Action sociale ont révélé 5 nouvelles contaminations, dont 4 issues de la transmission communautaire. 4 patients ont été déclarés guéris. 3 cas graves pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi. Le point avec le directeur de la prévention au ministère de la Santé et de l'Action sociale, Dr El Hadji Mamadou Ndiaye, que nous écoutons. Sur 551 tests réalisés, 5 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 0,91%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons un cas contact suivi par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons eu 4 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Fann Résidence 1, Mbour 1, Parcelles Assainies 1 et Ziguinchor 1. 4 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 3 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce lundi 16 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour,
15 806 cas ont été déclarés positifs, dont 15 425 guéris, 329 décédés et donc 51 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients restés dans nos services et au suivi au niveau des domiciles. Et puis, retenez que la journée mondiale de la prématurité est célébrée ce mardi 17 novembre. Au Sénégal, la prématurité est la première cause de décès néonatal. Elle représente 29% de la mortalité néonatale dans le pays. Chaque année, ce sont pas loin de 15 millions d'enfants qui naissent prématurés dans le monde. Plus de 2 millions décèdent chaque année en raison donc de complications liées à la prématurité. La signature ce matin d'une convention de financement entre le ministre de l'économie, du plan et de la coopération Amadou Hott et l'ambassadeur d'Italie au Sénégal Giovanni Uberto De Vito, une convention sous forme de dons relative au projet d'appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid-19. Appui aux écoles élémentaires Francisco Carvalho et El Hadj Seydou Kane. Les anciens élèves mobilisent 3 millions de francs CFA pour l'achat de fournitures scolaires, de masques et de produits d'hygiène. Ce geste vise à aider les parents éprouvés par la pandémie à coronavirus, selon le porte-parole des anciens élèves. Aliou Sadio, il se nomme. Nous l'écoutons au micro de Ben Michel Kanfoudi. Ce don est composé de matériel didactique, de masques, de l'eau de craie et de gel alcoolique, et aussi des lave-mains pour les deux écoles. Nous avons pensé que c'est tout à fait normal avec le Covid que le Sénégal a connu de revenir vers nos enfants pour les aider par rapport au début de l'année scolaire. Rendre à César ce qui appartient à César. Nous aussi on a été soutenus par le passé, par nos aînés, et aujourd'hui c'est tout à fait normal, légitime qu'on revienne aussi aider nos enfants qui sont là. Voilà, en procédant à cette remise de dons. On ne peut pas tout attendre de l'État. C'est normal quelquefois que les gens se concertent et puis qu'ils viennent par rapport à ce qu'ils ont, venir aider les gens de leur quartier. Voilà, on compte pérenniser ces activités aussi dans le futur. Inch'Allah au Rabbi, on le fera l'année prochaine. On compte même primer les excellents élèves pour cette année scolaire. On a un poste de santé qui est là, on a aussi les activités sportives. On est là, c'est un mouvement qui vient de naître et puis on va continuer à travailler. 12h14 et puis nous allons parler de l'immigration clandestine. Le nombre de morts et de portés disparus va crescendo chaque jour avec son lot de désastres. Autorités et parents sont indexés. Pour en parler, nous allons recevoir donc le docteur Souleymane Lo, sociologue. Il sera l'invité de ce 12h. Parlons politique. Abdoulaye Baldé et ses partisans de l'UCS fortement mobilisés à Ziguinchor réitèrent leur compagnonnage avec le président Macky Sall sur fond de remobilisation des troupes. Abdoulaye Baldé rassure ses militants tout en lançant un message au président Macky Sall. Nous sommes un parti discipliné, mais nous ne sommes pas donc un parti passif, fait savoir Abdoulaye Baldé. Les précisions de Ignace Dey à suivre dans nos prochaines éditions. Le tout nouveau président du Conseil économique, social et environnemental sera installé jeudi. La cérémonie aura lieu en présence de l'ensemble des conseillers. Sur l'international et c'est sans transition, en France, les forces de l'ordre ont procédé ce mardi à l'évacuation d'un vaste campement de migrants situé près de Paris au pied du Stade de France. Plus de 2000 personnes s'y étaient progressivement installées depuis août. Et puis en Afrique, en République démocratique du Congo, la chanteuse Tchala Moana, interpellée par l'Agence nationale des renseignements, la militante du PPRD, le parti de Joseph Kabila, est l'auteur d'une chanson à scandale, Ingratitude, qui donc le week-end a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Un titre qui dérange avec des illustrations accusant le président Tshisekedi. Les partisans du président actuel dénoncent l'offense donc à l'autorité de l'État. Les locaux de l'ANR, je vous le rappelle, ont été pris d'assaut par un groupe de femmes qui réclament sa libération. Parlons sport et c'est donc pour tout à l'heure.
La page sport, c'est avec vous, Odile Minklan, bonjour. Bonjour Babacar, on démarre cette page des sports par l'Assemblée générale de Stade de Mbour. Elle est finalement prévue ce 22 novembre au stade Caroline Faye. Il ne reste plus qu'un seul candidat en lice. Il s'agit d'Elhadji Amadou Wade. Après le retrait du président intérim Abdoulaye Gueye, hier le candidat des supporters Moussa Mbaye a retiré sa candidature après concertation avec les supporters. Donc l'Assemblée générale du Stade de Mbour est prévue le 22 novembre, dimanche prochain. Football éliminatoire de la CAN 2022, on poursuit la 4e journée ce mardi au programme. À 19h, Namibie reçoit Mali en cas de victoire. Les Maliens seront directement qualifiés. À la même heure, Tunisie se déplace en Tanzanie en cas de victoire. Aussi, les Aigles de Carthage de la Tunisie seront qualifiés. À 13h, le Soudan défie le Ghana. Les Ghanéens sont à 90 minutes de la qualification. Au même moment, le Rwanda affronte Cap-Vert, Madagascar contre Côte d'Ivoire, Éthiopie, Niger, Lesotho, Bénin. À 16h, Angola face à la République démocratique du Congo, Centrafrique contre Maroc, Togo, Égypte, Sierra Leone contre Nigeria. Ligue des Nations, début de la 6e journée ce mardi, Babacar. Espagne contre Allemagne, Suisse, Ukraine, France, Suède et la Croatie face au Portugal. Tous les matchs se jouent à 19h45. Judo avec l'Open africain de Dakar qui a eu lieu le week-end passé au Stadium Marius Ndiaye. Le Sénégal qui avait aligné 29 combattants a gagné 6 médailles d'or, une bonne chose pour les championnats d'Afrique à venir, selon le président de la Fédération sénégalaise de judo, Babacar Wade. En marge de l'Open, il y a eu un séminaire d'arbitrage suivi d'examen pour la licence continentale des arbitres africains. Globalement, la manifestation s'est bien passée dans le contexte actuel que nous vivons, c'est-à-dire la pandémie de la Covid-19, et le protocole qui nous a été imposé par notre fédération internationale, on l'a correctement appliqué et globalement les choses se sont bien passées. Sur le plan sportif, nos équipes nationales se sont bien comportées. On a eu 6 médailles d'or, ce qui est de bon augure pour les prochains championnats qui auront lieu en décembre à Madagascar. Il y avait 15 nations et avec des athlètes de qualité. Donc si on a pu sortir avec 6 médailles d'or, vraiment c'est de bon augure pour les championnats d'Afrique qui viennent. Babacar Wade, président de la Fédération sénégalaise de judo. Babacar Somb, les championnats d'Afrique de judo sont prévus au mois de décembre prochain à Madagascar. Merci à vous, Odile Minklan. À présent, Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Dr Souleymane Lo, sociologue, qui va revenir donc sur l'immigration clandestine, le nombre de morts et de portés disparus qui va crescendo chaque jour avec son lot de désastres. Autorités et parents sont indexés. Pour en parler, nous recevons donc comme invité Dr Souleymane Lo, sociologue. Il répond aux questions de Mame Diarra Da Silva. Nous sommes avec le docteur Souleymane Lo, sociologue. Docteur, nous allons parler aujourd'hui de l'immigration clandestine. On a vu que malgré le nombre de morts qui va crescendo, les jeunes s'entêtent toujours, surtout les jeunes sénégalais. Selon vous, à quoi est dû cet entêtement? En fait, d'abord, il faut commencer par analyser la situation. Un peu en arrière, on se rend compte qu'il y a 7 ans, peut-être, le phénomène avait été un peu estompé d'une certaine manière et qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a une recrudescence. Ça veut dire simplement qu'il y a un désespoir qui est né encore de nouveau. Alors, si on regarde c'est quoi, c'est qu'il y a un échec par rapport à la politique donc de l'emploi et particulièrement la promesse de l'emploi qui a été faite par le chef de l'État. On se rend compte dans ce septennat qu'il a été question donc de créer 500 000 donc, emplois par an, mais on a constaté que les jeunes étaient là, espérant pour attendre, en tout cas avec confiance, un avenir meilleur avec cette promesse. Après 7 ans, on s'est rendu compte qu'évidemment, il n'en est rien et que par conséquent, on est en face donc d'un désespoir. Et que le désespoir a ceci donc de fâcheux, c'est qu'il met l'individu dans une situation de vulnérabilité. Et cette situation de vulnérabilité conduit
à une situation donc dépressive à la limite, de crise, et qui peut véritablement être des crises donc suicidaires, car cela donc ne va plus et que l'individu peut se prêter à n'importe quelle idée, peut se prêter donc à n'importe quel conseil, qu'il soit en tout cas des meilleurs ou pas. Alors, parmi tant d'autres causes également, il y a ce qu'on appelle le discours qu'on a toujours eu sur le diplôme, qui aujourd'hui a faussé donc la situation. Autrefois, on vous fait croire, bien entendu, que l'école est peut-être garant donc de ce qu'on appelle l'accès à un emploi. Il suffit d'avoir un diplôme pour avoir donc un emploi. Donc beaucoup se sont lancés, ayant donc le diplôme, ils ne trouvent pas donc de l'emploi, et ça crée également un désespoir, parce que si le diplôme ne vous fait pas travailler, ou peut-être constitue même un handicap pour trouver donc un emploi, alors par conséquent, il faut chercher quelque chose ailleurs. C'est vrai que l'État est indexé dans cette situation, mais les familles aussi sont de plus en plus indexées. Bien entendu, si les familles sont indexées par rapport à cela, c'est par rapport au regard que les familles ont, la société, le regard que la société porte donc sur les enfants, sur les jeunes. Alors, on a toujours l'habitude, bien entendu, de dire à ses enfants, ou en tout cas à quelqu'un d'autre, il faut aller travailler, vous n'êtes qu'un fainéant, etc., etc. Donc, ce discours également est un discours traumatisant, qui peut perturber en tout cas un individu, qui peut arriver à un moment donné où il se dit qu'il est insignifiant donc en société. Étant donné que sa vie ne tient plus à rien, il faudrait maintenant la chercher ailleurs. Alors, il faut relever le défi en général pour montrer que je vais réussir, et que quand je viendrai, vous qui pensez que je suis fainéant ou je suis un vaurien, etc., etc., et que me voici donc avec voilà quelque chose qui ferait de vous donc mes disciples, peut-être donc des gens qui courant donc derrière moi. Donc le fait de tenir ce type de discours, que ce soit donc le parent ou la société elle-même par rapport à ceux qui sont dans cette situation, peut amener l'individu à vouloir échapper de cela. Et la seule façon donc de s'y échapper, l'immigration clandestine en est donc une comme solution. Alors, quelles sont les conséquences pour les pays de départ? Oui, les pays de départ, évidemment, du point de vue de l'économie, parce que ce sont des pays qui vont davantage se départir donc de leur force donc de travail, et que par conséquent, au-delà de ceci, ça crée donc des crises, en tout cas du point de vue politique, du point de vue social, du point de vue également donc religieux, etc. Aujourd'hui, regardez le nombre de morts que nous comptons, etc. Ça fait froid au dos, parce que simplement, l'État est là, qui à la limite ne réagit pas, reste donc un peu zen par rapport donc à la situation qui se passe. Et du point de vue donc des familles également qui sont dans les victimes, en tout cas, ou qui comptent donc des victimes parmi donc les candidats à l'immigration, elles ont donc du mal à faire donc le deuil d'une certaine manière, simplement parce que arrivé à ce niveau, faire le deuil de quelqu'un dont on ne voit pas le corps est très difficile, c'est traumatisant, c'est quelque chose qui est un peu perturbant du point de vue de l'équilibre de l'être humain en société, parce que il 1000 fois valait d'avoir donc le corps, de l'enterrer, parce que à partir de ce moment, la tombe va servir donc de lien de proximité entre, en tout cas, le vivant et le mort. Maintenant, si tout ceci n'existe plus, donc ça crée des traumatismes, et ça crée donc cette situation un peu difficile à laquelle donc nous faisons face. Quelle solution face à ce phénomène? Alors, pour les solutions, il faut d'abord compter sur ce qu'on appelle la qualification. Il y en a beaucoup d'ailleurs qui sont candidats à l'immigration, mais qui ne sont pas qualifiés pour quelque métier que ce soit. Donc, il faut davantage donner donc un métier, une aptitude à un individu de travailler d'abord, parce que travailler, ça suppose avoir d'abord des compétences pour exercer un métier. Et là, cela ne suffit pas simplement donc de qualifier, mais il y a des structures telles que l'ONFP, l'Office national de formation professionnelle, qui aujourd'hui fait un travail important et remarquable donc dans ce domaine. Et maintenant, malgré tout, donc ce sont des structures qui n'ont pas aussi, certes publiques, les moyens qu'il faut, surtout financiers. Et l'État doit davantage les assister financièrement pour mieux, en tout cas, continuer à perpétuer donc l'action de formation au bénéfice donc des jeunes demandeurs d'emploi. Alors là, c'est un élément, mais il en est un autre, c'est-à-dire qu'il faut aussi privilégier le niveau de formation intermédiaire, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un master 2 peut-être ou une licence ou un doctorat pour travailler, mais les entreprises aussi de plus en plus ont besoin de la technicité, et cette technicité n'a pas
besoin évidemment qu'on ait un certain niveau donc de formation pour pouvoir travailler donc dans les entreprises. Il faudrait qu'on revoie le niveau donc de formation des jeunes, sachant que malheureusement avoir un master 2 ou autre chose ne suffit pas pour travailler convenablement. Comme solution d'alléger le code du travail, ça c'est important. Et au-delà donc d'alléger le code du travail, essayer de mettre en place une structure d'aide à l'insertion. Certes, donc, il y a le ministère de la formation professionnelle aujourd'hui à qui on a ajouté l'insertion, mais l'insertion ne suffit pas. Il faut véritablement qu'il y ait une structure détachée qui travaille en étroite collaboration avec donc les centres de formation pour pouvoir suivre donc ceux dans des domaines spécifiques et choisis, privilégiés tels que donc l'agriculture, pour pouvoir accompagner. Sera ressenti sur le pays, particulièrement dans les régions centre et est. La sensation de fraîcheur nocturne et matinale sera légèrement sensible sur les localités nord du territoire. À partir de 13h, vous aurez El Hadji Maodo Faye pour le journal Wolof. D'ici là, portez-vous bien.